Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de l'optimisme. Qu'est-ce que l'optimisme? Quel est l'impact de l'optimisme dans la vie de tout un chacun de nous? Comment l'optimisme peut amener quelqu'un à réussir? Très souvent, nous savons que quand on est optimiste, on réussit, on va de l'avant. Pour réfléchir sur cette thématique, nous avons un invité de taille, celui-là que vous connaissez bien, Dr Draya Mawina. Il est pasteur et en plus de cela, c'est un consultant. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Idée. Merci beaucoup, je suis très content. Oui. Chaque fois qu'on m'invite dans l'émission Idée, parce que pour moi, c'est des moments de partage. Je le disais tantôt, nous allons parler de l'optimisme. C'est un thème très important dans tous les aspects de notre vie. Et je crois que jusqu'à la fin de cette émission, chacun va tirer sa part, faire usage de ça et avoir une meilleure manière de voir les choses. D'entrée de jeu, je vais dire qu'un optimiste, c'est celui-là qui voit toujours le bon côté des choses. Et le contraire de l'optimisme, bien sûr, on va dire un pessimiste. C'est-à-dire celui-là qui voit toujours le mauvais côté des choses. Et dans les grandes écoles d'optimisme, on illustre cela très souvent par un verre d'eau. Ici, il n'y a pas de verre, moi je vais utiliser une bouteille d'eau. Bon, je l'ai bu à moitié. Donc, qu'est-ce que je constate? D'ici jusque-là, c'est-à-dire là jusque-là, c'est plein. Et là jusque-là, c'est vide. Alors, je me mets à côté, je regarde. Je peux dire, cette bouteille est à moitié pleine. C'est-à-dire, je vois que le côté où il y a de l'eau et de l'autre côté, il n'y a pas de l'eau. Donc, celui qui voit la bouteille à moitié pleine, on dira que quoi? Il est optimiste. Et une autre personne vient, elle, le côté où il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire que on dira que lui, il est pessimiste. C'est tout ce qu'il voit, là où il n'y a pas de l'eau. Et maintenant, je me mets à distance. Et moi, je ne vois qu'une seule bouteille. C'est-à-dire le côté optimiste et le côté pessimiste, qui est l'innovation personnelle que moi, je pense de toute la chose. Quelle est alors l'importance de l'optimisme dans la vie de chacun d'entre nous? Au point de vue développement personnel, en tant qu'un individu, en tant qu'un être humain qui vient dans la vie et qui veut réussir, je dirais que l'optimisme est à la base de tout. Si je suis optimiste, ça développe la confiance en moi d'abord, ça peut développer l'estime de soi, mes valeurs intrinsèques comme l'intégrité, la volonté, la détermination, je vois en ça quelque chose de très positif. La vision que j'ai dans la vie, je vois cette vision-là très positive. Et ça va me donner de l'audace. Mais si je suis pessimiste, les valeurs personnelles que j'ai, je les rejette. Si quelqu'un est pessimiste à telle enseigne que lui, il voit que les mauvaises choses au lieu de l'intégrité, il est malhonnête et il réussit avec cette malhonnêteté, je peux rejeter mon intégrité et le suivre dans sa malhonnêteté. Si quelqu'un a une vision qui lui fait réussir, moi aussi j'ai une autre vision. Si je ne suis pas optimiste sur ma propre vision, l'avenir de ma vision, que cette vision-là peut m'amener loin dans la vie, je peux facilement rejeter ma vision et aller imiter ou bien voler la vision d'une autre personnelle. Donc, sur un point de vue personnel,
il faut que je sois très, très, très optimiste. En reprenant votre question d'une autre manière, je dirais, en termes de leadership, c'est-à-dire que le leadership qui est d'abord personnel, tout individu qui veut être un leader doit développer des valeurs intrinsèques. Et de ces valeurs-là, nous avons la volonté, la détermination, la confiance en soi et la vision. Est-ce que je suis fier de ces valeurs personnelles que j'ai, ou bien est-ce que je rejette ces valeurs-là? Si je suis fier de mes valeurs, c'est l'optimisme qui m'a rendu fier de mes propres valeurs. Je sais que ce que j'ai en moi personnellement peut me faire réussir demain. Alors j'ouvre la bouche et je dis, mon avenir est brillant. Demain, je réussirai. Demain, je vais aller de l'avant. Dans la vie de tout un chacun de nous, en tant que consultant, est-ce que les gens arrivent à faire la part des deux, l'optimisme et le pessimisme, dans leurs choix et dans leurs décisions? Les gens pensent qu'il faut être optimiste seulement. D'autres pensent qu'il faut être pessimiste seulement. Mais quand je me mets à côté, je vois toute la bouteille. Le pessimisme me permet d'éviter un danger, un risque. L'optimisme me permet d'innover. L'optimisme chasse la peur de moi. L'optimisme enlève de moi le stress et la dépression. Mais le pessimisme met la peur en moi. Et chaque fois que vous avez peur, vous ne pouvez pas innover. Vous fuyez l'innovation. Vous êtes content de ce que vous étiez en train de faire. Alors, si un individu est optimiste, il ne voit pas les risques. Pour bien illustrer cela, je donne l'exemple d'un avion. Un optimiste en fabriquant l'avion, il dit oui, j'ai trouvé un instrument maintenant pour voler. On peut être dans les airs. Du Togo à atterrir à Paris, atterrir à Hong Kong, atterrir à Atlanta, à New York et autres. C'est tout ce qu'il voit. Le pessimiste vient et dit, et si l'avion tombait? Alors c'est là qu'il a dit, ah, c'est tombé la dernière fois, tous ont péri. Comment on va faire? Il va dire, non mais il faut qu'on ait un moyen de parachutage. Il faut qu'on crée des parachutes. Au moins pour sauver le pilote. Alors, vous allez voir que le pessimiste a aidé à créer le parachute et l'optimiste a aidé à créer l'avion. Donc, l'un a besoin de l'autre. Oui, et dans votre vie personnelle, pour évoluer, avez-vous besoin des deux pour pouvoir évoluer ou bien vous avez seulement besoin d'être optimiste? Si j'ai réfléchi sur le sujet, je pense que des fois, vous avez un sentiment de peur en voulant agir et vous écoutez la voix de votre conscience qui vous dit n'agissez pas. Et vous n'agissez pas. Et demain, vous voyez que vous avez évité un danger. Dans ce côté pessimiste-là que Dieu vous a donné, les gens l'appellent intuition. Vous voulez voyager, vous allez à la station, vous voulez voyager, vous avez un mauvais pressentiment. Et vous décidez de ne pas voyager. Et après, vous avez vu qu'il y avait un grand risque si je voyageais. Je devais faire accident, alors vous n'avez pas voyagé. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez utilisé le côté pessimiste de votre organisme ou bien de la fabrication que Dieu vous a donnée ou bien de l'entité
esprit, âme et corps et cœur que Dieu vous a donné pour vous sauver de cet accident-là. Ça, c'est le côté comment pessimiste que vous avez utilisé. De l'autre côté, le côté optimiste va vous donner l'audace et la volonté de vous lever tous les matins, agir et réussir. Voilà. On dit souvent qui ne risque rien n'a rien. Dans cet adage, sommes-nous dans l'optimisme ou bien dans le pessimisme pour pouvoir évoluer? Cet adage est très optimistique. Pourquoi? Il prend à contre-pied le pessimisme. Le pessimisme a pour rôle de calculer les risques. Je prends le fonctionnement d'une banque. Dans une banque, les gens mettent l'argent là-bas pour faire le crédit. Alors le directeur de crédit voit quoi? Le crédit que je peux faire, qui puisse envoyer quoi? L'intérêt à la banque. C'est ça seulement il voit. Mais dans la même banque, on met un directeur de risque qui vient et qui dit quelles sont les garanties que vous avez. Si vous ne faites pas attention, s'il arrivait que le monsieur ne paie pas, vous ne voyez pas qu'on aura de problèmes, on aura des difficultés. Et maintenant le directeur de crédit dit maintenant le DG de la banque va voir quoi? Les risques sont le pessimisme. Et maintenant de l'autre côté, les avantages que l'optimisme a dit. Je pense que un bon conseiller étudie les deux côtés. Mais le danger de tout conseil, c'est d'être seulement optimiste ou pessimiste. Personnellement, je n'aime pas les conseillers qui se lèvent tous les jours pour voir seulement les mauvais côtés. C'est-à-dire, vous produisez quelque chose et quand ils regardent, ils voient les écueils. Tout ce qui est mauvais dans la chose, c'est ça seulement, il dit. Mais je pense qu'un bon conseiller exalte d'abord le côté positif. Après, il attire votre attention sur le côté négatif. Est-ce que je suis en train de dire là peut des fois même affecter la vie d'un couple quand on vient à la base? Je prends un homme ou bien une femme optimiste. L'homme est optimiste et la femme est pessimiste. Chaque projet que l'homme veut développer, elle voit l'unique écueil dedans et décourage l'homme. Si c'est le contraire, c'est la femme qui est optimiste, la femme a même une bonne idée et l'homme voit que l'unique écueil et détruit tout le projet. Vous allez voir que le couple là va stagner, le couple ne va jamais innover jusqu'à ce que les deux s'asseyent, trouvent un terrain d'attente et avancent. Avancer sans calculer le risque, c'est un danger. Penser seulement du risque, savoir les avantages aussi, c'est un danger. Vous êtes un consultant. Oui. Les sociétés, les structures ont toujours besoin de vous. Quand vous êtes en consultation, quand vous avez une structure en face de vous qui a besoin de votre point de vue pour pouvoir avancer, très souvent vous utilisez quelle méthode? Le mental des gens de la société, le mental des gens de l'entreprise. Vous savez, les DG très souvent ont une vision, ils ont un objectif à atteindre. Et très souvent, les managers, les DG, c'est des visionnaires. Les managers ont très souvent quoi? Ils évaluent les risques qu'on doit faire face avant d'atteindre l'objectif. Donc, les deux entités dans la société, des fois, peuvent évoluer vers un conflit. Parce que un DG, qu'est-ce qu'il a en tête? Un fondateur, qu'est-ce qu'il a en tête? Celui qui est PDG, qu'est-ce qu'il a en tête? Il a une vision,
vous voyez, il focalise les gens, l'attention des gens sur la vision. Il veut que les gens soient inspirés de cette vision. Il scrute dans la vision, ainsi de suite. Maintenant, que fait le manager? Le manager est obligé de planifier la vision là. Le manager est obligé d'organiser les gens autour de la vision, organiser tout le système. Le manager évalue et le manager fait exécuter la vision que le DG ou bien le PDG ou bien le conseil d'administration lui a donnée. Alors, celui qui en va en tête voit que l'objectif final. Mais ceux qui planifient voient les dangers. Et très souvent, c'est source de conflit. Il y a des managers tellement pessimistes qui ne font qu'ouvrir les yeux seulement sur le danger. Ils n'ont aucun point d'optimisme. Il y a des managers qui ne sont que optimistes, comme le DG. Et très souvent, ces sociétés prennent de grands risques et s'ils veulent réussir, ils réussissent, boum, et tout le monde les applaudit. Et là, les pessimistes ont tort. Mais des fois, les pessimistes gagnent. Pourtant, vous savez que notre DG n'écoute personne quand il y a problème. Vous savez que notre DG, c'est ce qu'il a en tête qu'il fait. Vous savez que notre DG ne veut avoir l'avis de personne. Et très souvent, ces sociétés pragmatiques-là, qui risquent, évoluent quand tout va bien. Mais les autres sont réduits à néant. Donc, en tant que DG, en tant que PDG, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir l'attitude mentale des gens autour de vous. Et moi, je pense qu'avant le début de tout projet, il faut travailler d'abord le mental des individus. Si on voit trop les risques, on ne peut pas avancer. En tant que DG, je suis obligé de prendre risque. En tant que PDG, je suis obligé de prendre risque. Donc très souvent, j'aurai en votre encontre. Moi, j'ai étudié le développement des sociétés. Je pense que l'optimisme et les DG optimistes ont fait toujours avancer les sociétés que les DG pessimistes. Vous voyez, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, les gens disent l'Amérique réussit, l'Amérique est la première puissance, l'Amérique a fait cet exploit, l'Amérique est partie sur la Lune, après maintenant l'Amérique, après Mars, ils sont en train d'explorer quoi? C'est Jupiter, non? Oui. À l'université, j'ai fait le département d'anglais, option littérature américaine. Toujours pour découvrir comment les gens la pensent. Et en littérature américaine, j'ai constaté que l'optimisme n'est pas aux États-Unis un principe, c'est une valeur. Et qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Tous les principes que vous avez, la meilleure, ou bien on ne doit pas blaguer avec ce principe-là. Parmi les 3 premières valeurs de la littérature américaine se trouve là l'optimisme, qui est enseigné depuis le bas âge. Un Américain ne dit jamais « je ne peux pas ». Un Américain ne dit jamais « c'est impossible ». Pour un Américain, l'impossible, c'est pour aujourd'hui. Le possible, c'est pour demain. Alors, quand la personne est façonnée comme ça, il minimise les risques, il minimise le mauvais côté. Donc, c'est pour vous dire que l'optimisme est une attitude mentale qu'on peut acquérir. Ouais. Une question vous concernant toujours, vous êtes un pasteur. Cela veut dire que vous êtes devant les gens. Vous essayez de donner des conseils aux gens. Connaissant cette vie, avec ses écueils, ses difficultés, dans votre enseignement, dans votre conduite, vous faites voir à la foule la vie positive ou la vie négative. Quand vous étudiez la Torah, le Coran, la Bible, et vous allez au fond de tous ces livres-là, c'est des livres optimistes. C'est ce que j'ai constaté. Les 3 livres de croyance, c'est l'optimisme. Même à la mort, il dit qu'il y a une autre vie.
que vous pouvez avoir. Et vous prenez Jésus-Christ, il dit, je suis venu. Le premier discours. Je suis venu, l'Esprit du Seigneur sur moi, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour que les pauvres aussi deviennent riches, non? L'optimisme. Pour guérir les malades. Pour que les malades aussi aient de l'espoir, non? L'optimisme. Ceux qui sont affligés, pour qu'ils aient la paix du cœur, pour qu'ils aient la paix du cœur. Pour proclamer l'an de grâce, c'est-à-dire que vous qui avez des difficultés, maintenant vous pouvez tout avoir par la grâce. Donc, c'est son premier discours. Donc, c'est un discours optimiste. Le premier discours de Barack Obama, quand il a pris le pouvoir aux États-Unis, c'est un discours comment? Optimiste, c'est-à-dire, il disait, nous sommes capables. Nous sommes capables, we are able. C'est un discours optimiste. Nous sommes capables de tout changer. Alors, vous prenez les précurseurs de la littérature comme de la foi. Je prends le côté américain. Waldo Emerson, Thoreau Henry, tous ces gens-là ont créé une idéologie qu'on appelle le transcendantalisme. Et à la base du transcendantalisme américain se trouve l'optimisme. Et quand vous étudiez la Bible enseigne toujours ce côté transcendentaliste de l'individu. Une histoire vraie à la fois pour le Coran, pour la Torah et pour la Bible. Le déplacement des Juifs vers la terre promise. À un niveau, on a envoyé des espions. 10 sont venus dire que nous ne pourrons pas posséder la terre promise parce qu'il y a des géants. Les gens d'Anak qui étaient de l'autre côté. C'est l'histoire juive qui se trouve dans les 3 livres de la foi. Les 3 livres sacrés. On ne peut pas posséder la terre promise. Maintenant, parce qu'il y a des géants là-bas. Les gens d'Anak. Mais il y a 2. Caleb et Josué, ils ont dit que nous sommes capables. Caleb et Josué sont des optimistes. Alors, qui ont hérité la terre? Caleb et Josué. Les autres qui ont dit que c'est impossible, ils sont morts en chemin. Dieu, selon les Saintes Écritures, Dieu sanctionne même les pessimistes. Quand Dieu dit ceci est possible et que toi tu dis impossible, Dieu peut te sanctionner. Donc à l'église, nous avons comme devoir de changer les mentalités pessimistes en une mentalité optimiste. Merci. Maintenant, quand on revient en chacun d'entre nous, nous savons que dans la vie courante, pour cataloguer les attitudes positives, les hommes ont leur point de vue sur les femmes. Et les femmes aussi ont leur point de vue sur les hommes. Un jeune homme qui veut se marier, il sera étalonné entre l'optimisme et le pessimisme. Quelles sont les décisions qu'il faut prendre avant de pouvoir s'engager dans cet inconnu? Je prends un exemple banal pour vous répondre. Je me suis marié en 92 et ça fait bientôt 30 ans. Après 92. Et puis, 2 mois après notre mariage, j'invite un ami à venir manger, un ami à l'université à l'époque. On a grandi ensemble. Et on a fini de manger. Il dit, mais mon ami, moi je viens de me marier. Il faut que bientôt toi aussi tu te maries. Il dit, jamais, moi je ne peux pas me marier. Les femmes, c'est à baiser et à laisser. Je ne peux pas me marier à cause des expériences que j'ai vécues. Et ma femme ne disait rien. Quand on a fini de manger, il faut qu'on le raccompagne à la porte. On l'a accompagné, on était gentil et puis on lui a dit au revoir. Et mon épouse se tourne vers moi. C'est la dernière fois que je vois. Ça vous dit que c'est... Voilà un homme qui a une mentalité pessimiste sur les femmes. Ça fait bientôt 30 ans. Pourquoi j'ai dit je me suis marié? Ça fait bientôt 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas encore marié. Il est comme ça. Donc cela veut dire que le pessimisme l'a gagné. Le pessimisme l'a gagné. Cette mentalité, notre comportement dans la vie, comment nous faisons dans la vie, les actes que nous posons dans la vie, ça dépend
de comment? De l'attitude mentale que nous avons développée. Un homme peut développer une attitude mentale négative qu'on appelle le pessimisme. Une autre personne peut développer une attitude mentale positive qu'on appelle l'optimisme. Pour moi, un bon homme doit voir quel est le bon côté, quel est le mauvais côté, faire la synthèse et vivre une vie équilibrée. Et vivre une vie équilibrée. Lorsque vous êtes un leader, pour développer votre leadership, vous devez être de quel côté? Équilibré. Pourquoi? Le pessimisme m'aide à calculer le risque, mais l'optimisme me fait avancer au milieu des difficultés. Je suis leader, je suis visionnaire. Et actuellement, pour développer une vision, il faut planifier la vision. Dès que vous avez fini la planification, vous voulez débuter, vous commencez par voir les obstacles. Le pessimiste va dire, tu ne peux pas. Il suffit de commencer par voir les premiers obstacles. Le pessimiste va te dire, tu ne peux pas. Parce que toute vision a des obstacles. Et l'optimiste va te regarder et dire, comment aller au-delà des obstacles? Comment réussir avec les obstacles? Transcender ces obstacles-là. C'est ça un Américain va appeler le transcendentalisme. Quel que soit l'obstacle, je vais surpasser l'obstacle, je vais aller au-delà de l'obstacle et réussir. Les obstacles, on en aura toujours. Les problèmes, on en aura toujours. Les difficultés, on en aura toujours. Comment aller au-delà? Celui qui va au-delà, il est optimiste. C'est comme vous êtes jeune, vous allez vers quelqu'un qui a échoué. Quand vous avez un bon projet, il va vous dire, le projet est bon. C'est comme les gens ont dit que la terre promise est bonne, mais on ne peut pas aller. J'ai essayé, j'ai eu tel obstacle. Si toi aussi tu vas avoir tel. Ne débute même pas. Bon, c'est au Togo, c'est impossible. Si tu fais ça, d'abord on va te poser la question. Dis-moi le Togolais qui a déjà réussi là où tu veux réussir. Dis-moi le Togolais qui a fait la différence là où tu vas faire la différence. Première année, tu vas réussir, on dit non, c'est une question de temps. 2 ans, 3 ans. Je le dis parce que les gens m'ont indexé, ils me l'ont dit. Mais bientôt, ça fait 34 ans que je perce. Alors, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont bloqués parce que les gens leur disent que c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu as tellement écouté, tu ne peux pas, que c'est devenu une manière de réfléchir. À l'étranger, c'est possible peut-être, mais au Togo, bon, il y a des chansons aussi façonnées à la circonstance que les gens chantent pour se consoler. Il y a des mythes développés à la circonstance que les gens racontent comme contes pour se consoler. Et toutes ces choses-là nous façonnent et rejettent l'idée d'optimisme. Et nous avons adopté comme une nation. La mentalité collective est tellement pessimiste. Et comment pourrons-nous avancer? Comment pourrons-nous avancer? D'autres disent que devant la réalité, il n'y a pas question de parler de l'optimisme ou du pessimisme, que la réalité est carrément toute autre chose. Je prends le cas. Nous sommes présentement en période de Covid-19. Y a-t-il question de parler de l'optimisme? Y a-t-il question de parler du pessimisme? La réalité, elle est là et elle nous guide. Que direz-vous? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est plus fort que le Covid-19. L'optimisme. Le Covid-19 vient, on dit,
il faut que vos habitudes changent. Les optimistes vont dire, faisons un masque. Pour sortir et faire quelque chose. Le pessimiste va dire, restez dans la chambre, fermez la porte à deux tours. L'optimiste va dire, il faut que les sociétés continuent par travailler. On peut travailler par ordinateur. L'innovation. Quand le Covid est arrivé, les optimistes ont beaucoup innové. Ils ont beaucoup innové. Bon, quand je prends mon domaine pastoral, avant, les gens ne s'intéressent pas aux prêches par Facebook, aux prêches par YouTube, aux prêches par, je disais, bref, par les réseaux sociaux. On peut rester dans les maisons et suivre les messes et les cultes. Ça ne nous intéresse pas. Mais à cause du Covid, la présentation des prêches est autrement. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font par les réseaux sociaux à cause de la venue du Covid-19. Donc le Covid-19, moi j'ai vu quelque chose dans les périodes 1600 là, ou bien 1800, que j'ai constaté que l'humanité portait masque avant. Cela veut dire qu'il y avait eu un autre virus, n'est-ce pas? Mais c'est passé, non? Est-ce que le monde a été arrêté? Les difficultés vont venir, comme dans ta vie personnelle. Covid-19 est une difficulté qui est venue collectivement. Tout le monde a été affecté. En tant qu'un individu, nous sommes victimes du Covid-19, mais je vous assure que les gens ont profité du Covid-19 pour aller plus loin dans la vie. C'est ceux qui ne peuvent pas innover quand il y a difficulté qui sont restés sur place en pleurant. Mais quelle que soit la difficulté, ce qui fait de nous un homme que Dieu a créé, c'est d'arriver à transcender ces difficultés-là et aller au-delà. Quand vous parlez de transcender les difficultés, vous voulez appeler tout le monde à être optimiste? Oui, sur ce point de vue précis, la chose est là, ça s'abat sur nous. Mais comment faire? La seule chose devant laquelle on ne peut pas être optimiste, c'est que quoi? Quelqu'un est mort, c'est notre chair. La personne est tellement chère pour toi, mais tu es obligé de l'enterrer. Alors, après l'enterrement, tu as deux choix. Le pleurer, ne rien faire, rester dans la chambre pour pleurer jusqu'à mourir comme la personne là. Ou bien, garder ça en souvenir et démontrer que sans lui, sans elle, sans cet enfant, sans ce patron qui m'est cher, je peux toujours avancer, je peux toujours réussir et prouver que les valeurs qu'il a mises en moi, c'est des valeurs très chères à l'humanité. Donc, les difficultés vont toujours arriver, mais en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, je dois développer le côté positif. Vous avez posé la question aujourd'hui c'est que dans nos prêches en tant que pasteur, c'est pourquoi je dis que dans les livres sacrés, il y a toujours l'optimisme. Est-ce que vous voyez? Paul va dire aux gens, consolez-vous avec ses paroles en cas de décès. Consolez-vous. C'est un propos optimiste. C'est-à-dire tu ne peux rien changer. Ce que tu peux faire, c'est de te consoler. Et il faut arriver des fois et te dire, rien ne peut changer cette situation parce que c'est la mort. Je me console qu'un jour nous allons nous voir au paradis. Voilà. Est-ce que c'est dans cette lancée qu'on dit souvent aux gens, sachez comment choisir vos amis pour ne pas aller tomber sur les pessimistes? Quand quelqu'un est en développement personnel, on dit que la personne est trop pessimiste, il dégage une énergie négative.
Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et en matière de religion, on va vous dire quel lien vous avez avec les gens là. Quelqu'un qui pense que on peut mener une vie immorale, on peut mener une vie malhonnête. Les Saintes Écritures disent quel lien vous avez ensemble. Prends ta distance de ces gens-là. Alors, de ce point de vue-là, si la personne est trop négative, aie ceci en tête, les mauvaises mœurs corrompent toujours les bonnes mœurs. Tu finiras par suivre, surtout quand ils sont en quantité nombreuse. Quand les gens sont nombreux et ils vivent négativement, leur mentalité est négative et ces gens-là sont tes amis. Finalement, tu vas finir comme eux. Voilà. Dans la vie de tous les jours, vous avez conclu que les problèmes, il y en aura. Les difficultés, il y en aura. Quelle position faut-il adopter? Faut-il être toujours pessimiste ou mélanger les deux? En tant qu'un homme, vois toujours toute une bouteille. Ne vois pas le côté plein seulement, ni le côté vide seulement. Vois toute la bouteille et cherche comment à combler le côté vide. Parce que l'optimiste voit toujours le côté plein et le pessimiste voit toujours le côté qui est vide. En tant qu'un homme, toi, reste à côté, vois le côté plein, vois le côté vide. C'est pourquoi dans cette vie-là, les conseillers de pessimistes, vous en avez besoin. Les conseillers optimistes, vous en avez besoin. Je suis sûr que dans la plupart des sociétés, quand par exemple le Covid-19 est arrivé, ils ont fait une réunion. Mes amis, c'est la nouvelle donne. Comment on peut faire pour réagir? Je suis sûr que vous aussi, vous avez eu des problèmes ici. Comment on peut faire dans cette époque de Covid-19? Et ensemble, vous avez trouvé une solution. Avant même, je sentais que quand on faisait même émission, vous devez porter des masques. Aujourd'hui, à cause du progrès, l'effort que les gens ont fait, il faut qu'on trouve une solution. Les vaccins sont arrivés. Quand les gens ont commencé par se vacciner, vous allez voir que les mesures barrières sont en train de diminuer. Alors, si nos États, nos scientifiques, on dit, ah, cette maladie-là est venue, c'est la fin du monde. Restons là-bas et mourons ensemble. On ne peut rien. Ça tue les gens demain. Ça peut être mon tour de mourir. Je vais bien manger, m'endormir. Si la mort me prend, ça ne fait rien. Les trois, depuis 2019 jusque nous sommes en 2021. Si les scientifiques avaient fait ça là, où en serons-nous aujourd'hui? Les gens ont commencé d'autres recherches. Les gens ont commencé par se battre. Les gouvernants des pays ont commencé par se réunir. Au Togo, on a regroupé un comité scientifique pour réfléchir sur le sujet. Tout ce que les gens ont appris à l'université, ont appris dans leur maison de recherche, ils ont tout déballé. Vous me comprenez? Pourquoi? Il y a eu un problème. Et ce problème-là nous a conduit à prendre d'autres dispositions. Dans certains pays, vous allez voir qu'on dit que le Covid-19 est là. Les gens ne pourront plus se regrouper pour faire les concerts. Or, les artistes, les gens de la culture doivent aussi faire ce qu'ils ont à faire. Alors, qu'est-ce que les gens ont commencé par faire? Des studios numériques. C'est-à-dire qu'on prend une salle. Les artistes faisaient leurs concerts et les gens achetaient les tickets sur les réseaux sociaux et suivaient ces concerts depuis leur maison. Je voudrais dire ceci, quel que soit le problème, le monde ne va jamais s'arrêter. Les optimistes vont trouver toujours une solution. Cela veut dire que c'est par l'optimisme que le monde a évolué jusqu'à ce jour. Je crois en cela, j'y crois fermement. Et si quelqu'un a la tête quelque part, il faut savoir qu'il est très optimiste. Vous prenez le domaine des élèves et des étudiants.
avoir eu la meilleure note là, ça ne vient jamais au hasard. La personne est optimiste. Je serai à la tête. Quand il finit ses ressources intérieures, il apprend beaucoup. Il apprend plus que tout le monde. S'il n'arrive pas, il va ajouter des facteurs spirituels, la prière ou le maraboutage. Voilà. En tant que consultant, un jeune entrepreneur vient vous voir avec un projet à main. Pour l'amener très loin au sommet de ses projections, quels conseils vous pourrez lui donner? Quand les jeunes ont des projets, la première chose qu'ils ont en tête, c'est l'argent. La première chose, c'est ce que j'ai constaté. Or, il y a un principe américain. Toujours, dans la théorie de l'optimisme, débute où tu te trouves et utilise ce que tu as. À tout moment, tu peux débuter. À tout moment, il y a quelque chose que tu as. Tu peux croire que tu es pauvre. Tu as quelque chose. Il y a des années, j'étais parti à l'intérieur du pays et puis j'ai visité un centre SOS. Première chose qui m'a impressionné, toutes les cases sont en paille bien raffinée. Donc les Blancs sont venus au Togo, ils ont ça en tête. Qu'est-ce qu'ils ont ici? On n'a pas importé les tôles d'ailleurs. Au moment où nous ici, on dit que quoi? Ceux qui mettent les pailles, c'est les pauvres. Moi, je vais avoir une structure moderne. Comment tu peux débuter avec une structure moderne sans argent? Débute là où tu te trouves et utilise ce que tu as. Et quand tu vois à côté de toi, tu as toujours quelque chose que tu as en main. Même Jésus-Christ, quand il veut faire manger 5000 personnes, il dit, qu'est-ce que vous avez? Les gens disent que nous avons seulement 3 pains et 2 poissons. C'est ça, il a multiplié. Toujours, qu'est-ce que tu as en main? Utilise cela et le ciel va t'aider. Voilà ce que je dis aux entrepreneurs. Quand je dis que voilà mon projet, je n'ai pas d'argent. Actuellement, on les aide, les banques les aident, mais qui peut aller dans une banque et dire que voilà mon projet, prêtez-moi de l'argent. La banque va vouloir une garantie, la banque va vouloir le minimum que tu as déposé. Comment tu peux avoir le minimum si tu ne fais rien? Débute quelque part. Il y a toujours quelque chose entre tes mains. Un jour, dans votre documentaire à la TVT, on a montré quelqu'un qui élevait des poissons, je pense à des ticopés. Il avait une petite piscine, petite, à la maison. Il élevait des poissons dedans. Lui et sa femme s'en occupaient. Et quand le développement à la base a vu cela, c'est après cela qu'on l'a aidé. Voilà quelqu'un qui a débuté là où il se trouve en utilisant ce qu'il a. Maintenant, on l'a aidé, il a développé la chose et c'est devenu micro-entreprise. Voilà, je crois que nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission, mais on va aborder le côté pessimiste. Oui. Quels sont les avantages du pessimisme? Le pessimisme ne va jamais te faire innover parce que tu as peur. Je donne mon exemple. Quand je prêche, j'utilise jusqu'à aujourd'hui les papiers, je prends note à la main. Parce qu'une fois, je travaillais sur l'ordinateur à la maison, l'ordinateur est planté. Et puis je te dis, si c'est qu'à l'église, ça m'est arrivé. Donc les gens viennent me proposer, les gens autour de moi, avec ton appareil là que tu as, tu peux avoir tes prêts sur même ton téléphone portable, et plus grand et autres. J'ai dit, et si ça se plantait?
Et donc, je ne le fais pas. Et un jour, on m'a forcé à le faire. J'ai débuté, effectivement, c'est planté. Il dit, est-ce que vous avez vu? Heureusement que j'avais la prêche par cœur. Alors, au lieu de m'asseoir et trouver la solution, si ça te plante, comment on fait? Si l'ordinateur se plante, comment on fait? Je dis que non, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours écrire à la main. Et là, je n'ai pas innové. Je suis toujours un pasteur de 1990 en 2021. Alors moi et les jeunes, notre manière de faire les choses, c'est différent. Un jeune prend son ordinateur, il n'a aucun problème. Mais je suis d'une autre génération. Maintenant, comment l'autre génération va faire pour s'adapter aux jeunes? Voilà là où la question se pose. Comment on va faire là où on ne veut pas progresser? Ceux qui ne veulent pas progresser, c'est qu'ils sont pessimistes. Ils voient que l'aspect négatif de la chose. Donc, si je veux répondre à votre question, je dirais tout simplement que le côté pessimiste de la chose ne te fait jamais avancer, ne te fait jamais innover. Mais le bon côté du pessimisme, c'est que tu calcules les risques avant d'agir. Avant d'agir. Dernière question avant de nous quitter, docteur Dra, vous êtes un parent, vous avez des enfants que vous éduquez. Dans le système éducatif, qu'est-ce que vous développez plus en vos enfants? L'optimisme ou bien le pessimisme ou les deux à la fois? J'ai constaté qu'il y a des enfants qui ne calculent pas les risques. Je les laisse faire d'abord et je vois comment ils agissent depuis l'enfance. Et puis maintenant, je mets l'ordre dedans. Quand on commence par enseigner les mythes dans nos églises ou bien dans nos mosquées, un des mythes que tous les enfants affectionnent, c'est comment le petit David a tué le géant Goliath. De ce mythe-là, qu'est-ce que l'enfant retient? Même petit, je peux faire tomber un grand. Il n'y a pas d'impossibilité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comparé avec un autre mythe de l'araignée qui dit l'araignée doit toujours mentir et prendre la tête. Donc, un enfant peut se dire, en mentant, je peux devenir premier. En utilisant la ruse, je peux toujours devenir premier. En volant les autres, je peux toujours devenir premier. Alors, ce mythe de l'araignée répandu dans la sous-région et dans la côte ouest africaine est adopté par certains enfants jusqu'à grandir à la fin. Si un enfant va à l'école et commence pas à tricher, c'est qu'il est convaincu par le mythe de l'araignée qu'il faut tricher pour être devant les autres. Est-ce que vous voyez? Mais un enfant qui a le mythe de David et de Goliath, il se dit que même si je suis petit, il y a une force extrinsèque, un Dieu en moi qui m'aide à devenir très grand. Alors il va s'accrocher à son Dieu depuis l'enfance pour pouvoir tuer les Goliaths, pour pouvoir terrasser les Goliaths dans tous les domaines, les Goliaths financiers, les Goliaths économiques, les Goliaths politiques, les Goliaths juridiques. Un jour, je deviendrai par exemple le meilleur avocat. Un jour, je deviendrai le meilleur chef d'État. Un jour, je deviendrai le meilleur économiste ou bien homme d'affaires du Togo. Je vais accumuler des milliers et des milliers. Enfant, il ne commence pas à penser comme ça. Parce que quoi? David a tué Goliath.
une mentalité déjà développée chez l'enfant. Alors, il faut savoir, ou bien il faut apprendre, ou bien il faut calculer les mythes que vous donnez aux enfants quand ils sont enfants. Et chaque nation a ses mythes. Voilà, docteur Adra, la régie nous fait déjà signe que le temps qui nous a imparti est pratiquement épuisé. Avant de vous laisser partir, votre dernier mot, votre dernier message. Je dirais, nous sommes en fin d'année et le moment de bilan, tout le monde devient pessimiste. Ce que je n'ai pas pu faire l'année passée, je ne l'ai pas fait. Cette année aussi, je ne l'ai pas fait. Il n'y a plus aucun espoir pour mon avenir. Je leur dis, l'optimisme nourrit de l'espoir. Et comme le disait Lamartine, espérer attendre c'est vivre. Que sert encore de compter les jours qui n'apportent plus rien? Je leur dis, même si les 16 jours de Covid-19, 16 jours de désespoir n'apportent plus rien, soyez optimistes. Soyez optimistes. Demain sera meilleur. Avec cette foi en avenir, je crois que le succès, la réussite est notre partage. Et surtout, n'oubliez pas que les grands pays de ce monde ont réussi par l'optimisme. N'oubliez pas que les grandes idéologies de Socrate et de Platon sont basées sur l'optimisme et ils ont changé tout autour de lui. N'oubliez pas que Jésus-Christ, en disant aux gens allez à l'autre côté de la rive, savait qu'il y aura le vent contraire. Mais à la fin de la journée, ils sont parvenus à l'autre côté de la rive. N'oubliez pas quand Paul disait, mes amis, ce voyage est périlleux. Nous allons perdre la barque, mais personne ne perdra sa vie. N'oubliez pas cela. Et n'oubliez pas surtout que Leibniz, un grand philosophe, a dit tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé le bien et le mal, mais à côté du mal, focalise-toi sur le bien. À côté du malheur, focalise-toi sur le bonheur. À côté du succès, il y a l'échec, mais focalise-toi sur le succès. À côté du beau, il y a le laid, mais focalise-toi sur quoi? Le beau. À côté du mensonge, il y a toujours la vérité. Focalisons-nous sur la vérité. Ainsi de suite. C'est comme cela que nous réussirons ou bien nous serons capables de transformer les montagnes que nous voyons devant nous en une plaine habitable. Voilà. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idée, qui a pour titre l'optimisme. Chers téléspectateurs, une fois encore, merci pour votre fidélité à cette émission. J'espère que nous allons nous retrouver une prochaine fois pour un nouveau thème. Mais avant de vous quitter, je n'oublie pas notre réalisatrice du jour, Kouada Melka. Merci pour votre ingéniosité, votre savoir-faire, accompagné de toute l'équipe des techniciens, vous qui avez fait votre mieux pour apporter son et image à tous les téléspectateurs à travers le monde. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Mais d'ici là, bye bye.